Aujourd'hui, on essaie de vous emmener dans notre bateau un petit peu. Donc, il y aura dans l'objectif là, de la présentation un petit peu, je sais pas le fondement, mais d'où on part, où on s'en va. Ça va vous permettre de mieux comprendre à la fin pourquoi on pose les questions puis pourquoi on veut cette discussion ensemble pour essayer d'aller un peu plus loin là-dedans. On est rendu à une étape dans le développement du projet où il y a des questions qu'on peut se poser. Puis, bon, vous comprenez que ou vous avez compris ou vous allez comprendre. Je suis en kinésiologie, Laurie également. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on comprend, puis il y en a d'autres qu'on a besoin d'aide pour être appuyés, puis de continuer le développement. Puis aujourd'hui, c'est vraiment cette main tendue-là là, qui est présente. Il n'y a pas d'agenda. Dans le fond, pas d'agenda en arrière. C'est vraiment là, on est en prospection, on regarde les idées, puis s'il y en a qui sont intéressés, bon, on pourra à la limite poursuivre les discussions à côté. En termes d'intérêt, ça fait depuis 2011, je suis prof, donc pas si longtemps que ça. Mais avant ça, j'avais cumulé près de 23 ans en clinique, troisième ligne, soit cardiologie adulte ou encore pédopsychiatrie. Quand j'étais rendu à l'UQAC, on m'enligne plus sur le volet de transfert de connaissances. Je suis directeur de la clinique en kin. Je suis également directeur de l'Observatoire de développement moteur psychomoteur. On va le voir un petit peu tantôt dans le projet. Puis, je suis co-directeur ou co-président du comité d'éthique ici depuis presque 8 ans. J'achève. Ce qui fait en sorte que j'ai habituellement mes projets ou les projets avec lesquels je travaille avec les étudiants sont souvent proches de la clientèle parce que c'est mon passé clinique qui est là. Donc, je suis moins dans le fondamental, je suis beaucoup dans l'aspect là, qui touche directement les gens, puis essayer de voir comment on peut rendre une action ou une approche la plus pérenne possible quand c'est faisable. Laurie a été une étudiante que j'ai rencontrée un moment donné au cours du processus des études supérieures. Je pense que le sujet a marché, il est intéressé, puis la poursuite s'est faite. Je ne vais pas y lancer trop de fleurs parce que de toute façon, elle n'a pas de besoin, mais c'est dans les étudiants, des fois, quand on est prof, on a des cadeaux, ben ça en était un. Fait que c'est super le fun là, d'avoir un étudiant qui est autonome et ambitieuse là, dans ses projets. Aujourd'hui, là, dans le fond, on va parler du projet de Laurie, puis vous allez voir, quand on dit ambitieuse, là, le doc qui était la phase 1 de ça, on est rendu à la phase 3, 4, puis chacun aurait pu être plusieurs docs. Donc, je veux juste vous dire que quand on parle d'ambitieux, le chapeau, il fait de façon exemplaire. Alors, Laurie, à toi. Merci, Tommy. Présenter un petit peu aussi, là, tu l'as bien mentionné, là, dans notre parcours ensemble a commencé à ma maîtrise, mais avant, avant que j'entame la maîtrise avec Tommy, en fait, j'ai pas un chemin linéaire comme chercheur, si on peut dire ça comme ça. Moi, si vous m'aviez dit, là, suite à mes études au baccalauréat ou encore après mon DESS en kinésiologie clinique, que j'allais faire un doctorat, que j'allais devenir prof à l'université, je vous aurais pas cru. J'aurais sûrement parti à rire à ce moment-là. C'était pas mes aspirations. Moi, je voulais travailler sur le terrain, je voulais travailler avec, entre autres, les personnes âgées qui ont des maladies chroniques. C'était ce qui m'animait. J'ai travaillé dans ce cadre-là plusieurs années là, à l'Université du Québec à Chicoutimi où j'étais responsable d'un programme de trajectoire en maladie chronique, justement. Puis, en parallèle, je voulais faire une maîtrise pour pouvoir donner quelques charges de cours puis me maintenir allumée là, sur le plan cognitif puis maintenir mes connaissances à jour. Puis dans mon parcours de maîtrise, c'est pas déroulé comme prévu nécessairement. Il y a eu sorte de détours qui ont fait en sorte que j'ai eu envie d'abandonner mon parcours. Puis, suite à un premier projet que j'avais entamé là, avec une autre direction, puis c'est Tommy qui est venu cogner à ma porte parce qu'il était déjà mon directeur là, à la clinique universitaire où j'enseignais aux étudiants en kinésiologie à la clinique. Puis il a dit, Laurie, je peux pas te laisser faire ça, je peux pas te laisser abandonner ta maîtrise. Je te donne un jeu de données sur le TDAH, puis je te donne 1 an pour finir ta maîtrise. Sur le moment, j'étais un petit peu, je me suis questionnée à savoir qu'est-ce que c'était
ma décision que j'allais prendre, parce que c'était un 180 degrés que j'avais à faire, là, j'avais toujours travaillé auprès des personnes âgées. Mais vous comprendrez que quelques années plus tard, ça a fait en sorte que ce parcours-là à la maîtrise s'est traduit en doctorat, puis s'est traduit en parcours de chercheur, où est-ce que je m'intéresse encore au TDAH et de façon très marquée là, au développement de l'enfant. Donc, le cadeau, c'est Tommy qui me l'a fait il y a quelques années en me donnant ce jeu de données-là et en m'amenant un autre visage que pouvait avoir la recherche et la recherche participative. Donc, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de partager cette heure de lunch-là avec vous pour vous parler du projet de recherche sur lequel on développe le jeu sérieux cogniactif. Donc, on va vous en parler là, un peu là, les fondements du projet de recherche, mais aussi l'avenir du projet de recherche, là, où est-ce qu'on veut aller avec ce projet-là. Mais avant de vous introduire directement sur c'est quoi le projet cogniactif, c'est quoi la problématique qu'on voulait adresser avec ce projet-là, c'est important de mentionner que notre équipe, comme Tommy l'a mentionné tout à l'heure, on s'intéresse particulièrement au développement global de l'enfant. Le développement global de l'enfant, ça réfère à 5 grands domaines de fonctionnement. On parle du cognitif, du physique et moteur, de l'affectif, du social ou encore du langagier. Donc, c'est 5 domaines qui sont étroitement liés et qui vont être influencés par les expériences qui vont être vécues par l'enfant et par différents facteurs environnementaux qui peuvent les rendre plus ou moins vulnérables dans un ou plusieurs de ces domaines-là. Donc, que ce soit, par exemple, le contexte familial, le statut socio-économique de la famille, mais c'est des facteurs qui vont avoir une influence sur le fonctionnement de l'enfant dans les différentes sphères de sa vie, que ce soit à l'école, à la maison, avec les amis ou autres. Donc, à la base, le projet de recherche y adressait 2 enjeux majeurs qui influencent le développement des enfants. D'une part, on s'intéressait au TDAH, donc un trouble neurodéveloppemental qui est très prévalent puis qui touche plus de 10% des enfants au Québec. Donc, c'est une affection qui se caractérise par des symptômes d'inattention ou d'hyperactivité qui entravent le développement puis le fonctionnement de l'enfant. Puis d'une autre part, on s'intéressait aussi grandement à l'inactivité physique, qui est tout aussi préoccupante parce que c'est 61% des enfants qui ne respectent pas les recommandations minimales d'activité physique. C'est quoi ces recommandations-là? C'est de pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique modérée à intense la plupart des jours parce que c'est essentiel au développement et à la santé des enfants. Donc, pourquoi on s'intéressait à ces deux enjeux-là? C'est que par différents mécanismes sous-jacents, autant l'inactivité physique que le TDAH peuvent entraver la trajectoire du développement des différents domaines que j'ai nommés, le temps cognitif, physique et moteur affectif ou autres. Donc, l'ensemble des compétences de l'enfant peuvent être touchées par l'inactivité physique ou par le TDAH. Donc, si on prend par exemple au niveau de l'activité physique, bien, on sait, la science l'indique bien là, que c'est principalement par le mouvement, par l'activité physique, par le jeu que l'enfant va se développer pendant l'enfance. Mais l'activité physique va continuer de jouer un rôle vraiment crucial dans le développement de l'enfant, dans les autres stades, donc à l'âge scolaire, mais aussi à l'adolescence. Donc, pour mieux comprendre, entre autres, là, par l'activité physique, bien, il va y avoir des libérations de neurotransmetteurs qui vont faire en sorte que l'enfant va apprendre à mieux s'auto-réguler, va apprendre à socialiser avec les autres aussi. Donc, il y a différents mécanismes comme ça qui vont être impliqués d'une part et d'autre. Donc, au niveau du TDAH, qui était, je vous le rappelle, le sujet de ma maîtrise, donc le cadeau que Tommy me fait du jeu de données, en fait, nous, on s'était intéressé au développement moteur chez les jeunes qui ont un TDAH, en fait, au retard moteur. Parce que la littérature mentionne bien que chez les jeunes qui ont un TDAH, la maturation de certaines zones cérébrales est retardée de quelques années. Entre autres, la région préfrontale, donc le cortex là, qui siège les fonctions exécutives, sont par exemple la capacité d'inhiber ce qui est autour, la capacité d'être attentif. Mais cette région-là, en ayant une maturation retardée, ça vient affecter les fonctions exécutives. Ces fonctions exécutives-là sont atteintes, mais ça va aussi nuire à l'exécution de mouvements, mais au niveau cognitif, au niveau social, au niveau langagier et autres. Donc, j'ai mis la table assez rapidement sur les enjeux qui ont découlé derrière le projet. Mais avant d'aborder des solutions potentielles, puis de vouloir développer là, un projet, puis développer des solutions,
Oui, on s'est d'abord intéressé aux effets de la pratique d'activité physique sur le développement global de l'enfant qui a un TDAH. Parce que la littérature l'indique bien, on sait que l'activité physique, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour leur développement, mais on voulait particulièrement aller identifier chez les jeunes qui ont un TDAH. Est-ce que le fait de pratiquer plus d'activité physique va aider à leur développement moteur? Est-ce que ça va aider à leur développement cognitif, affectif, social ou même langagier? Parce que ça peut paraître un peu utopique, là, mais les enfants qui ont un TDAH sont beaucoup plus enclins à être physiquement inactifs que les enfants neurotypiques ou les enfants qui n'ont pas de TDAH. Donc, ils en pratiquent moins. Si on voulait voir si on ajoute une pratique d'activité physique, est-ce que ça va être bénéfique? Donc, on a fait une recension des écrits, donc une revue systématique qui nous a permis là, de recenser un total de 987 publications. Puis on a retenu, là, après 2 cycles à l'aveugle de sélection, 28 articles qui traitaient là, directement du sujet pour répondre à notre question. Puis de ces papiers-là, il y en a 18 qui parlaient d'une intervention prolongée d'activité physique. Quand on dit une intervention prolongée, ça durait soit entre 4 et 24 semaines d'activité physique. Puis les résultats nous indiquent que c'est favorable autant pour bonifier les fonctions exécutives sur le point de vue cognitif que pour améliorer la motricité des jeunes, que pour améliorer leur humeur, diminuer les symptômes de TDAH, qu'il y ait des meilleures compétences sociales avec leur père aussi. Puis il y avait même une étude qui mentionnait un gain sur le niveau langagier. Donc, même chose quand on y va sur les autres papiers qui, eux, étaient un effet aigu. Donc, le fait de pratiquer une seule séance d'activité physique, c'est suffisant pour avoir des gains au point de vue cognitif. Donc, ça améliore les capacités exécutives, les fonctions cognitives, ça améliore le fonctionnement cérébral chez les jeunes qui ont un TDAH. Donc, en gros, les conclusions que notre équipe on a tirées de cette revue-là qu'on a fait, c'est le fait de les mettre en mouvement, de faire pratiquer de l'activité physique, c'est favorable pour avoir un impact sur tous les domaines du développement global de l'enfant. Maintenant, comment faire pour rendre cette pratique-là accessible, pour la rendre facile, pour l'intégrer dans le quotidien des enfants? Parce que quand on regardait dans les papiers les interventions qui avaient été faites, souvent c'est, par exemple, 10 minutes de tapis roulant ou encore des interventions, on se dit, ben, c'est pas ludique, c'est pas concevable sur le terrain de prescrire cette pratique d'activité physique-là aux enfants. Donc, comment faire pour la faciliter? Puis, c'est là qu'on s'est intéressé, entre autres, à une stratégie qui pouvait être intéressante pour être déployée largement, c'est l'apprentissage physiquement actif. Donc, l'apprentissage physiquement actif, c'est quoi? C'est assez simple, qu'on combine soit le mouvement ou l'activité physique avec un engagement cognitif, dans ce cas-ci, avec un apprentissage de notions académiques. Donc, pourquoi on s'est intéressé à ça? Comme je vous le mentionnais, on cherchait une façon de l'intégrer dans le quotidien des enfants. On ne voulait pas trouver une solution qui allait être un fardeau supplémentaire pour les parents en leur disant « mais c'est bon de faire bouger vos jeunes ». On le sait, c'est bien documenté, c'est bien dit. Maintenant, comment on peut trouver une solution tangible? L'apprentissage physiquement actif, l'avantage que ça a, c'est qu'on peut l'intégrer et directement dans les classes, dans les milieux scolaires. Donc, on sait là, que, entre autres, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, voit l'école comme un milieu propice pour augmenter les minutes d'activité physique. Le gouvernement du Québec, d'ailleurs, promouvoit l'apprentissage physiquement actif là, comme une des initiatives, dans la mesure à l'école on bouge, pour faire bouger les enfants davantage. Toutefois, quand on se documente davantage sur l'apprentissage physiquement actif, ce qu'on se rend compte, c'est que l'outil semble efficace, mais les études mentionnent qu'il manque d'outils simples, il manque d'outils éprouvés pour permettre aux enseignants d'intégrer l'apprentissage physiquement actif dans leur pratique. Donc, ce qu'on voulait, c'était de trouver une façon de pouvoir l'intégrer facilement, que ça n'allait pas être un fardeau pour les enseignants. Donc, on ne voulait pas non plus juste arriver avec une solution en disant aux enseignants, faites faire des squats à vos élèves en révisant les tables de mathématiques. On savait que ça n'allait pas être possible de mettre ça en application. Donc, ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'est de mettre sur pied, dans le cadre de mon doctorat au départ, le projet de recherche-développement Cogniactif,
un projet qui est issu là, vraiment d'une collaboration précieuse avec plusieurs praticiens du Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean. Donc, dès le départ, dès le jour 1, on a impliqué des enseignants titulaires, des enseignants en éducation physique et à la santé, puis des conseillers pédagogiques pour réfléchir avec nous comment on pourrait intégrer ou créer une méthode d'apprentissage physiquement actif qui allait être un plus dans l'enseignement, dans la boîte à outils des enseignants, mais qui allait pas être un fardeau de plus. Donc, on a réfléchi à cette solution-là ensemble en se basant sur le modèle du design thinking. Donc, dans ce modèle-là, on met vraiment les utilisateurs au centre pour comprendre c'est quoi leur réalité, c'est quoi les enjeux, cadrer le problème avec eux, définir justement les enjeux, ils se présentent où. Donc, quand on parle de l'apprentissage physiquement actif dans une classe, des enjeux, il y en a plusieurs. Ça peut être le manque d'espace. On bouge où et comment dans la classe. Ça peut être un enjeu de temps. Donc, ils ont des matières prioritaires qui sont à enseigner. Donc, tout ce qui est extra peut devenir là, facilement une nuisance si on ne réfléchit pas comme il faut, matériel, etc. Donc, des enjeux, il y en a beaucoup. On les a identifiés ensemble pour nous permettre de générer des idées qui allaient faire en sorte qu'on prenait en considération ces enjeux-là, puis qui allaient nous amener à prototyper un modèle d'apprentissage physiquement actif qui allait s'intégrer facilement dans la classe, permettre aux jeunes d'être plus actifs sur une base quotidienne. Et bien entendu, suite au prototypage, dans le design thinking, c'est la fameuse étape de test utilisateur pour venir valider ce qui a été fait. Normalement, dans le cadre de mon doctorat, ça devait s'arrêter là. Donc, on fait les tests utilisateurs, puis on publie les données. Vous allez comprendre dans les prochaines minutes que le retour qu'on a eu des utilisateurs fait en sorte qu'on a souhaité avec eux continuer d'itérer, continuer de développer. Donc, on a utilisé là, les données de recherche pour retourner sur la planche à dessin, revoir ensemble, OK, c'est quoi nos nouveaux enjeux, comment on peut bonifier cet outil-là. Et une roue comme ça qui s'installe entre la recherche, le développement, les tests que je vais vous présenter là, tout à l'heure, différentes phases itératives qu'on a fait. Puis l'objectif de tout ça, c'est d'éventuellement pouvoir déployer l'outil qu'on développe en recherche pour qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent l'utiliser. Donc, l'itération 1, quand on parle d'itération 1, c'est vraiment la première itération qu'on a développée qui était celle issue de mon projet de doctorat. Donc, dans les objectifs qu'on avait fixés, le premier, c'était concevoir un outil d'apprentissage physiquement actif qui sera en adéquation avec le milieu scolaire québécois, puis nous permettre de documenter ce processus-là. Dans un deuxième temps, l'objectif, c'était de déployer cet outil-là dans les classes, puis d'évaluer, sa faisabilité. Donc, est-ce que ça se déploie facilement, mais aussi son efficacité. Donc, sur les 5 domaines du développement global de l'enfant, on voulait voir les impacts ou plutôt les effets que cette approche-là pouvait avoir. Donc, si on prend le premier objectif de développement, dans le cadrage avec les enseignants, on s'est appuyé sur des programmes qui existaient déjà. Donc, on a fait nos devoirs à savoir, est-ce qu'il y a des outils qu'on pourrait utiliser? Le constat était qui nous amenait à en développer un, c'est qu'il y avait beaucoup, en fait, beaucoup, c'est peut-être un grand terme, mais il y avait quelques solutions d'accessibles qu'on pouvait identifier, mais la plupart étaient en anglais. Donc, nous, on s'est basé sur 3 principaux programmes qui étaient Take10, Fonterval, puis FNV. Donc, deux programmes anglophones, puis un qui est en néerlandais. Et on a tiré, du moins, en équipe, on a déterminé qu'est-ce qui était le meilleur de chacun de ces programmes-là pour en créer un sur mesure qui allait être en adéquation avec les référentiels ministériels au Québec. Donc, entre autres, on s'est basé sur les minutes d'activité physique qu'il y avait dans les programmes, sur le contenu académique qui était intégré, sur les supports matériels qui étaient utilisés, puis les années scolaires visées. Ce qui nous a amené à créer le programme Cogniactif que je vais vous présenter, donc qui est maintenant un jeu sérieux. Donc, au départ, Cogniactif, c'était 32 capsules vidéo qui combinaient de l'activité physique, donc sous forme de Tabata, donc des exercices faits derrière le bureau, avec des exercices de français, en fait, de l'apprentissage en français ou en mathématiques basés sur les référentiels ministériels qui s'adressaient aux élèves de 4e année. Donc,
C'est 32 capsules vidéo qui mettaient en vedette là, Ratou, un petit raton laveur, qui est un personnage animé. Donc, tout à l'heure, quand je mentionnais les enjeux, la facilité d'accès, le fait de ne pas avoir à planifier les séances, c'était vraiment ce qui avait été nommé par les enseignantes. Donc, on est allé vers la facilité, vers la formule clé en main. Donc, c'est des capsules vidéo qui présentaient des notions de mathématiques ou de français, puis qui étaient animées par un personnage qui les élèves avaient à imiter leur mouvement. Donc, cette première itération-là, je vais vous présenter quelques résultats tout à l'heure, mais nous ont amené par la suite vers le développement d'un jeu sérieux. Donc, comme je vous le présenterai tout à l'heure, les enseignantes qui ont aimé le concept, ils voulaient continuer de l'utiliser, puis ils voulaient que ce soit périn. Sauf qu'au départ, quand les capsules vidéo ont été créées, nous, c'était pour documenter l'approche, c'était pas pour la déployer nécessairement. Puis quand ils me disaient: «Laurie, on aime ça, utiliser ces capsules-là, mais il y aurait un petit S qui serait à changer sur une des, à la minute 2 du deuxième vidéo». C'était comme c'est impossible que ce soit périn parce qu'au départ, au niveau technologique, on était très bas, là. C'était, des slides PowerPoint qui avaient été utilisés pour faire les vidéos. Donc, 1 seconde, une slide. C'était des vidéos de 15 minutes. On avait 900 slides PowerPoint pour faire ces vidéos-là. Donc, sur les slides, c'était le contenu pédagogique sur lequel on venait superposer l'avatar qui bougeait, sur lequel on superposait par la suite de la musique qu'on avait fait faire par des musicologues à l'Université Laval. Par la suite, on faisait le montage pour en faire une vidéo disponible sur YouTube. Donc, vous comprendrez que s'il fallait aller changer un petit S dans une slide, ça demandait toutes ces étapes-là. Donc, on s'est dit comment on peut rendre ça plus périn. Donc, on s'est tourné à ce moment-là vers la programmation informatique, vers le jeu sérieux, pour nous permettre d'avoir une structure qui était modulaire puis qui pouvait être modifiable dans le temps. Donc, on a d'abord fait une preuve de concept, puis cette preuve de concept-là qui a été positive là, nous a permis d'aller chercher les financements nécessaires pour faire une troisième itération qui est plus complète, même qui est présentement là, celle qui va être testée dans 6 classes à l'automne. Puis je vais vous présenter rapidement une vidéo qui vous la présente. Je pense qu'une image vaut 1000 mots, donc on va prendre 2 minutes là, pour voir un peu le jeu cognitif, ça ressemble à quoi présentement. Ce sera pas long, je vais m'amener sur l'autre page. Cogniactif transforme l'environnement d'apprentissage en intégrant de l'activité physique à travers une Je vais mentionner si vous l'entendez bien. Cogniactif transforme l'environnement d'apprentissage en intégrant de l'activité physique à travers une aventure ludique centrée sur le personnage VO2, un petit robot dont la batterie se recharge par la pratique d'activité physique. Le jeu met également en scène les élèves de la classe qui seront représentés par des avatars personnalisables. Pour gagner des dynamo blocs, soit les points du jeu, les élèves sont encouragés à bouger à travers 3 types d'activités. D'abord, l'apprentissage physiquement actif permet de choisir le thème pédagogique parmi ceux proposés, comme les tables de mathématiques, la géométrie, la conjugaison ou encore les classes de mots. Tout au long des activités d'apprentissage, les élèves sont physiquement actifs. Plusieurs modes d'interaction sont accessibles en fonction des préférences de l'enseignant ou de ses élèves. Avec la pause active, l'enseignant peut sélectionner la durée et le type d'activité physique souhaitée, tel que l'entraînement par intervalle où les élèves doivent imiter les mouvements de VO2. Le jeu comprend plus de 200 mouvements d'intensité légère à élevée. Chaque séance de jeu se termine par un retour au calme proposant des exercices de respiration ou de méditation guidée, permettant aux élèves de se recentrer pour assurer une transition fluide vers les prochaines activités pédagogiques de la classe. En fin de jeu, le sommaire des minutes d'activité physique cumulées et des dynamo blocs gagnés est présenté. À la maison, l'élève peut utiliser les points gagnés en classe pour personnaliser son avatar. Le mode à la maison comprend aussi l'apprentissage ludique, qui est un mode sans activité physique permettant à l'élève de réviser à son propre rythme. Le jeu privilégie un temps d'écran de qualité centré sur de courtes séances d'activité physique et d'apprentissage.
Donc, ça vous donne un peu un aperçu du jeu ressemble à quoi. Ce vidéo-là a été fait il y a 3-4 mois. Ça a déjà évolué beaucoup depuis. Je m'aperçois que ça change à vitesse grand V. Mais je voulais attirer votre attention sur certaines des fonctionnalités qu'il y avait dans le jeu que vous avez peut-être vues ou non. Entre autres, il y en avait une option ou un bouton où est-ce que l'enseignant pouvait sélectionner mode silencieux. En fait, tout ce qui est programmé dans le jeu provient d'une collaboration, comme je vous mentionnais, directement avec les utilisateurs, avec les enseignants. Donc, à chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité ou à chaque fois qu'on met le jeu en place dans les classes, on interroge les enseignants, on interroge les élèves pour pouvoir le bonifier, pour faire en sorte que cet outil-là soit périn, mais soit en concordance avec leur réalité. Puis, entre autres, le fameux bouton silencieux, on ne l'avait pas dans les premières versions, mais dans la réalité, il y a certaines classes qui ont des maternelles en dessous, au premier étage ou sous la classe, qui fait en sorte que quand les élèves sont au-dessus, courent sur place, sautent sur place, c'est extrêmement bruyant, donc ça dérange l'environnement autour. En discutant avec les enseignants, mais une des solutions, ça a été de créer ce fameux bouton-là, qui fait en sorte que dans la programmation qu'on a derrière le jeu, chacun des mouvements est tagué à savoir est-ce qu'il peut produire du bruit ou non. Et lorsque l'enseignante sélectionne silencieux, bien, ça retire de la liste tous les mouvements qui peuvent être bruyants. Donc, l'ensemble du contenu qui est intégré est vraiment co-développé pour arriver là, à comprendre puis à prototyper des fonctions qui vont être qui vont représenter la réalité puis le besoin des enseignantes. Donc, au niveau tout à l'heure, je vous ai présenté là, le fameux diagramme du design thinking dans lequel on avait une roue qui revenait comme ça. On prototype, on teste, on évalue nos données, puis on revient sur notre table à dessin. Donc, je voulais vous présenter un peu certains résultats qu'on a cumulés au fil du temps qui nous ont permis d'améliorer l'outil qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, dans l'itération 1, qui était les capsules vidéo, l'objectif qu'on avait, c'est d'évaluer l'efficacité donc sur les différents domaines du développement global de l'enfant. Ce qu'on a mis en place, je vais faire fi là, de toute la méthodologie, mais c'était une étude croisée qui nous a permis d'obtenir des résultats concluant au niveau de l'amélioration de la condition physique des élèves quand ils faisaient l'apprentissage physiquement actif en classe à raison de 3 fois par semaine pendant 8 semaines. Puis on avait aussi une diminution des symptômes d'hyperactivité puis d'impulsivité, indépendamment d'un diagnostic de TDAH ou non, ce qui était super intéressant. Donc, c'est pas parce qu'on a un diagnostic ou non qu'on peut éprouver des symptômes. Il y a plusieurs autres conditions qui peuvent faire en sorte qu'un jeune est inattentif ou a des symptômes d'hyperactivité. Donc, le fait de faire l'apprentissage physiquement actif de façon régulière, on a vu une diminution de ces symptômes-là chez la plupart des jeunes. On prenait des données quantitatives, mais on prenait des données qualitatives aussi. Puis au niveau qualitatif, c'était dans le processus, c'était pour venir évaluer, entre autres, la faisabilité, l'implantation de ce type d'intervention-là en classe. Puis ce qui est ressorti, c'est que les enseignantes étaient fières d'avoir participé à ce type de développement-là, bien qu'ils nous ont parlé un peu de surcharge. Donc, on s'est adapté depuis là, sur comment on module notre co-construction avec elles pour que ce soit plus facilitant. Mais en gros, ce qui ressortait, c'est que c'était faisable, ça s'implante facilement. Selon les enseignantes, ça aide à ancrer les connaissances parce que ça permet d'apprendre différemment. Ça leur permet de diversifier leur enseignement, puis ils nous ont amenés vers des pistes de solutions. Donc, suite à ces retours-là, c'est là où est-ce qu'on est reparti en prototypage, en idéation, en impliquant encore une fois les enseignantes pour en faire une deuxième itération qui était notre preuve de concept, éventuellement notre troisième itération. Je vais vous présenter un autre type de données qu'on collecte. Donc, quand ce n'est pas les effets tels quels, c'est vraiment l'expérience utilisateur qu'on veut mesurer. Donc, l'expérience utilisateur, on la mesure de façon continue. Dès qu'on intègre une nouvelle fonctionnalité, on va en classe, on le met en place, le jeu, on prend des données d'observation, mais on va aussi quantifier de façon continue dans le temps l'expérience utilisateur en utilisant l'attractif. Donc, l'attractif, c'est un outil qui est standardisé, qui vient opposer toujours des paires de mots avec une échelle de cotation dans laquelle il y a 7 niveaux entre les deux, où les élèves
selon leur perception, vont pointer là, plus vers un mot ou vers l'autre mot. Et cet outil qui est standardisé nous permet d'aller mesurer la qualité pragmatique du jeu, donc à quel point le jeu sérieux qu'on met en place est utile selon les élèves, est utile selon les enseignantes aussi. Et la qualité hédonique, donc à quel point c'est agréable, puis c'est facile à utiliser, puis c'est attrayant. Et ce que vous avez à l'écran, le petit point vert qui est ici, en fait, c'est là où elle se situe le jeu là, lors de l'évaluation l'itération 3. Il est considéré comme étant désiré par les utilisateurs, tant les élèves que les enseignants. Donc, toujours place à amélioration là, pour aller là, plus loin dans la pointe extrême droite du carré. Mais ça nous mentionne quand même que ça répond à un besoin, que c'est attrayant, puis que c'est utile selon les utilisateurs. Donc, au niveau du projet Cogni Actif en soi, je vous ai présenté là, certains résultats ici et là, puis c'était surtout au niveau du processus là, qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Mais ce qui est important de considérer, c'est qu'à chaque fois qu'on prend des données, qu'on fait une collecte de données, qu'on mesure différentes données sur le développement global de l'enfant, on s'assure de les pérenniser. Donc, nos bases de données, on les transfère dans l'Observatoire du développement moteur et psychomoteur des 0-18 ans pour nous permettre éventuellement de générer plus de connaissances avec cela. Puis aussi, le jeu Cogni Actif a été là, reconnu comme une innovation sociale par Axelis, ce qui nous permet depuis quelques années d'être accompagnés par l'équipe d'Axelis pour valoriser le jeu, puis nous permettre de l'amener plus loin dans l'optique de le déployer éventuellement à un large public. Donc, c'est un projet qui est toujours en cours dans lequel découlent différentes études. Donc, dans ce qui est à venir dans le projet, les grandes étapes qui s'en viennent, à l'automne, entre autres, c'est l'évaluation de l'itération 3 qui est en cours. Le recrutement est déjà fait, donc on va avoir 6 classes dans une étude randomisée dans lesquelles on va aller évaluer l'effet du jeu sur des variables du développement global, mais aussi des variables liées à la réussite éducative. On est aussi en planification de l'itération 4 déjà, puis cette itération-là, ce qu'on souhaite avec le milieu, c'est d'ajouter des solutions d'accessibilité pour que tous les élèves, indépendamment qui aient une situation de handicap ou autre, puissent bénéficier de l'apprentissage physiquement actif. Et on est aussi dans le développement de bases de données pour permettre au projet de pouvoir croître de façon pérenne. Puis, ce qu'on a mis en rouge ici, la conception d'un hardware, d'une technologie ou d'algorithme pour faciliter l'interaction avec le jeu et l'expérience utilisateur. C'est quelque chose qu'on veut là, conclure la rencontre d'aujourd'hui pour une discussion avec vous, là, si vous le souhaitez. C'est que le plus grand enjeu de l'apprentissage physiquement actif, puis d'un jeu sérieux qu'on déploie dans une classe, c'est l'interaction possible entre les élèves et le jeu, pour maintenir un engagement dans le temps, puis permettre de dynamiser, puis de rendre les jeunes plus actifs et plus engagés. Donc, on va ouvrir la discussion avec vous tout à l'heure sur ce point-là, qu'on est en planification de développer des solutions. Donc, un projet comme celui-ci, c'est un projet qui est intersectoriel, qui présentement réunit des chercheurs de différents horizons. Puis, on trouvait qu'une présentation à inter comme celle-là d'aujourd'hui, c'était une bonne possibilité justement de pouvoir possiblement tisser peut-être des nouvelles collaborations, puis amener le projet un petit peu plus loin en fonction des expertises et des intérêts de chacun. Donc, je passe la balle à Tommy pour ouvrir la discussion sur le prochain point. Bien, en premier lieu, merci Laurie. Je dirais avant de partir, là, c'est un des éléments sur lequel des fois la problématique, en fait pas la problématique, mais l'idée du projet qui est présenté là, puis on va voir avec la suite, là, mais on a un petit pushback, hein, puis on comprend que là, la société en général commence à dire les écrans, ça va faire. Arrêtez d'en mettre là, parce que là, nos jeunes sont juste dans les écrans, puis ils n'arrêtent pas. Donc, ça a un impact sur l'activité physique, la quantité, le niveau d'activité physique, puis ça augmente les comportements inactifs.
Et il y a un paquet je dirais, de données qui commencent à appuyer ces éléments-là, puis les effets non voulus de cette réalité-là. Alors, comment on positionne la présence d'un ajout d'écran dans ce contexte-là? Bien, il faut juste comprendre que la relation que le jeune a avec l'application, c'est pas celle d'être assis. Tu sais, elle n'est pas en soi dopaminergique, là, où est-ce que là, tu games puis tu vas être fâché contre ton adversaire. Il n'y a pas ça, là. Donc, il y a vraiment une notion où l'activité physique avec le plaisir, mais aussi la répétition de contenu pédagogique. Et c'est là, l'activité physique sert à augmenter le flot cérébral, l'oxygénation. Oups, on arrive avec de quoi qu'il faut répéter pour avoir un apprentissage académique. Puis cet apprentissage-là, il est plus rapide, puis plus efficace, puis périn. Fait que c'est un win-win dans les deux cas. Donc, la relation, elle n'est pas la même. Le jeune, il ne restera pas devant son écran pour dire « Ah, je vais faire mon bouger ». Il va trouver ça plate après un bout de temps. Tandis que le jeu qui génère de l'addiction, il est beaucoup plus intense que celui-là. Donc, la relation n'est pas la même. Donc, on s'inscrit plus dans une relation d'apprentissage techno-pédagogique, on va le dire comme ça, là, que dans un jeu où il y a définitivement une intensité élevée. Puis là, il y a une addiction, mais en même temps, il y a un comportement qui est sédentaire. Ouais, j'aurais tendance à dire, avant qu'on ouvre qu'on filme cet écran-là, puis qu'on puisse se voir tout le monde avec les caméras là, potentiellement ouvertes, je dirais, pensez à un tableau en avant, là, puis dans notre cas, ben, je vais parler au jeu, là, mais moi, s'il n'y en avait pas des tableaux blancs, fait que c'était plus un tableau avec une crème, mais pensez à un tableau, pensez à des élèves qui sont là. Dites-vous que sur le tableau, il y a de quoi qui est projeté. Les enfants qui sont en avant vont essayer de le faire. Ça aurait pu être un intervenant, mais on a choisi de rendre ça facile. Donc, c'est le tableau avec l'avatar. Puis, si on veut augmenter cette interaction-là, on n'a pas ou on ne connaît pas ou on ne sait pas comment faire pour que à la fois l'application ou le feedback qu'il pourrait y avoir puisse dire à l'application, ben, tu peux aller un peu plus intense, tu peux aller un peu moins intense. Ils ont répondu, ils ont tous levé la main pour une des questions. Il sait que la réponse est bonne parce qu'il a lit avec les réponses qui sont supposées d'avoir, puis il continue. Donc, cette notion de relation de feedback-là, je ne sais pas comment on peut faire. On ne lui mettra pas des cardiofréquencemètres puis des bracelets, puis à chaque fois, le prof, il ne fera pas ça. Là, il n'embarquera pas là-dedans. Comment on fait pour que ça soit plus fluide possible? Fait que ça, c'est une première partie. La deuxième, c'est que cette application-là va pouvoir aussi se faire ou s'utiliser, plutôt, disons-le de même, à la maison. À la maison, il y aura le iPad qui va être là ou la tablette. Puis dans ce cas-là, il y a un micro puis il y a une caméra. Hein? Est-ce que ça, il y a de quoi qui peut être créé, des algorithmes qui peuvent faire jouer ça, puis ça, je ne sais pas. Mais en gros, l'objet de la présentation était vraiment de vous amener, de mettre le contexte en place, puis se dire, à la gang, là, on a-tu une idée de ce qui pourrait être? Il y a une technologie qu'on pourrait développer, mettre 3-4 affaires qui existent, mettre ça ensemble, en faire une cinquième. Je ne le sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de bonifier l'interaction, puis rendre ça le plus vivant possible, puis fluide. Ça va? Fait que ça, c'est une grosse commande, mais en même temps, c'est un peu l'objet du niveau de la discussion que j'aimerais avoir avec vous autres. Puis on n'aura possiblement pas de réponse à vos questions parce qu'on n'y a pas pensé, mais c'est là qu'on jase avec vous autres parce que vous êtes des experts là-dedans. Alors, c'est à vous. Donc, la dernière portion de la présentation, c'est plus un échange qu'on veut. Donc, s'il y en a qui veulent ouvrir leur caméra, en fait, on vous invite à ouvrir vos caméras. Et là, Tommy et Laurie vous demandent une solution, eux qui ont cherché pendant des semaines et des mois et des années. Là, on a 13 minutes pour apporter des solutions. Donc, oui, je vais être main levée. Oui, Alexander. Okay. Oui, bonjour. Merci pour cette super belle présentation. J'ai pas de solution à vous offrir, mais j'ai plus une question par rapport au processus de valorisation avec Axelis, puis
Et en termes de pays, qu'est-ce que ça implique? Et donc, c'est ces deux portions. Comment on procède au processus de valorisation avec Axelis et ensuite, qu'est-ce que ça implique pour le pays? Merci. Est-ce que la question veut dire par rapport au jeu-là ou comment vous pouvez utiliser Axelis pour valoriser? Par rapport à comme vous l'avez fait dans OK. votre démarche. Dans les démarches, ils sont faits à l'interne de l'université, puis j'imagine que toutes les universités ont cette possibilité-là également. Mais on appelle ça, Axelis a fait des représentations dans différents départements, puis déjà été impliqué pour la notion des brevets, mais là, au niveau de l'innovation sociale, c'était nouveau. Puis nous, on a pensé que on y va de même. Là. On dit, hey, il y a des jeunes d'une école, ils font telle affaire. Il y a plusieurs écoles au Québec. Est-ce que ça pourrait être perçu comme une innovation sociale? On commence comme ça. Donc, le projet est on en parle aux instances de recherche ici, dans notre département. Ça monte au décanat, ça monte au vice-rectorat. Puis lui, fait appel à Axelis pour qu'il fasse une première évaluation du potentiel. Il revient avec la réponse au vice-rectorat en disant il y a un potentiel ou il n'y a pas de potentiel. S'il y en a un, le vice-rectorat peut shifter pour une deuxième action. Je vous donne le mandat d'accompagner ce projet-là pour que l'innovation sociale se rende jusqu'au maximum qui est possible d'aller. Donc, les étapes qui ont été faites sont les suivantes, mais à toutes les fois, je dirais, le vice-rectorat a été impliqué dans la décision de dire OK, oui, je mets des sous, puis je donne le mandat à Axelis de continuer cette partie-là d'accompagnement. Alors, l'université met des sous. J'ajouterais que le plus simple pour faire avancer le dossier, c'est une déclaration d'invention qui est déposée aux instances à l'université. Donc, chaque université a son document à remplir de déclaration d'invention, que ce soit un brevet ou non. Puis, ça suit son cours par la suite. Et la propriété intellectuelle appartient à? L'université. Donc, ça fait partie du processus. Donc, une fois que l'analyse technico-commerciale est faite, que l'université donne le mandat à Axelis, comme équipe, pour pouvoir avancer, il faut céder la propriété intellectuelle à l'université. Dans notre cas, on a été super bien accompagnés. C'est un processus qu'on a échelonné sur plusieurs mois parce qu'il faut le comprendre, il faut voir c'est quoi les tenants, les aboutissants de tout ça. Mais dans tous les cas, c'était extrêmement favorable pour le projet de céder la propriété intellectuelle à l'université qui nous permettent d'avoir un levier beaucoup plus puissant par la suite pour pouvoir amener le projet plus loin. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond, Alexander? Oui, très bien, merci Parfait. beaucoup. Oui, Simon? Oui, moi, ça serait une question, puis peut-être un brainstorm un peu en même temps. Dans le fond, nous, c'est ça, on développe, au CRS, on a développé plusieurs capteurs sous forme de montre. Là, je comprends un peu la complexité de dire les enfants vont aller mettre une montre, on veut pas que avec les capteurs, c'est compliqué. Ouais. Mais je me dis, on pourrait extrapoler un peu cette technologie-là. Est-ce qu'il serait possible de faire peut-être un jouet connecté? Donc, tu sais, j'imagine une balle, un cube qui fait des lumières, qu'on peut bouger, toucher les boutons, bouger la pièce. Je rebondis tout de suite, puis je te relance la balle par la suite. Ça fait partie d'un des trucs qu'on a réfléchi un peu aussi. Puis, je ne sais pas, dans la vidéo tout à l'heure, si vous avez remarqué, il y avait des petits cubes. C'est comme un écran. Nous, ça s'appelle les DB. C'est la monnaie de la pièce. Puis justement, dans un brainstorm d'équipe, un jour, on s'est dit ça serait le fun qu'il y ait un DB intelligent qui se promène et qui puisse permettre d'avoir peut-être des boutons pour interagir, mais ça peut être une des... c'est pas la seule, mais ça fait partie des trucs qu'on a réfléchi de notre côté, effectivement. Parfait. Mais je pense que ce serait peut-être bon. Un objet, l'enseignante n'a pas besoin d'en connecter 30, elle en connecte un. Exact. Au niveau de l'économie des batteries, ça peut être facilitant. OK. Ce serait peut-être bon, je vais regarder. Mon professeur, il n'est pas là, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas pu, mais on va se parler, puis au pire, je dirais de vous contacter, là, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont très près là, de ça. Ah, oui. OK. Ouais. On sème des graines. Du pouce, c'est Alexandre Campo-Lecourt, hein, c'est ça? Oui, exact. C'est ça. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui auraient des questions, des questions par rapport au projet, mais surtout l'idée, là, vous avez vu un peu, là, je suis content, Simon, que tu mentionnes la complexité, là, parce que dans la classe, on en a de tout acabit.
Puis on comprend qu'on est allé dans la classe régulière, on n'est pas dans la classe adaptée, mais c'est quand on va élargir un peu notre éventail, c'est qu'il n'y a pas de classe qui ne serait pas acceptable là-dedans. Là. Dans le fond, les élèves ont droit à l'apprentissage, puis ça, c'est une méthode parmi plusieurs autres méthodes pour favoriser ou maximiser ce qui a besoin d'être répété en même temps qu'on augmente le niveau d'activité physique, comme génial. Puis, tu sais, en termes d'idées, on voulait laisser la boîte, la boîte libre sans nécessairement teinter, mais tandis qu'on y va avec une des idées qu'on avait eues, j'en lance une autre, peut-être que ça peut allumer certaines réflexions. On avait comme soit peut-être qu'il y a éventuellement une possibilité de venir et mesurer le niveau d'activité physique et que ça puisse influencer le jeu. On avait pensé aux caméras, mais il y a toute une notion éthique derrière ça. Donc, on avait aussi pensé peut-être à des capteurs thermiques ou autres. On est allé loin dans notre réflexion. Je ne sais pas si ça peut être des possibilités, mais je lance ça comme ça si jamais ça allume certaines pistes de réflexion. Donc, je vois qu'il y a Dominique qui a la main levée. Oui, en tout cas, j'ai bien aimé votre présentation, c'était super intéressant, puis ça me donne plein d'idées, mais en même temps, je pense plein de défis techno, là, je les comprends. En fait, moi, je me suis posé la question en réfléchissant à votre problème. Tu sais, je pense que la façon la plus simple là, d'estimer qu'est-ce qui se passe dans la classe, c'est d'observer avec une caméra qui pointerait vers la classe. Moi, c'est la manière que je l'imaginais. Oui. Puis avec tout ce qui se fait en intelligence artificielle actuellement, là, on pourrait être capable de reconnaître les visages. Là, on s'entend, il y a des problèmes éthiques qui vont avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Mettons qu'on réfléchit juste à la technique, là, puis après ça, le reste, il faut falloir y réfléchir. Là. Mais on pourrait certainement avoir une application où est-ce qu'on a les visages de chaque élève qui est enregistré. On est capable de les reconnaître avec la caméra. Puis on serait capable aussi d'identifier qu'est-ce qu'ils font classe, c'est-à-dire s'ils lèvent les mains pour répondre à une question, mais on pourrait détecter ça, c'est avec assez facilement, je pense, avec les algorithmes qui se font actuellement là. Donc, on pourrait avoir une espèce d'application caméra qui est connectée avec l'application de jeu, puis qui observe l'environnement, puis qui feed l'information à l'application pour dire, OK, ben tel élève a levé la main, on pourrait le mettre en évidence, on pourrait lui poser une question, on pourrait aller lui demander qu'est-ce qu'il fait. On pourrait aussi utiliser la caméra, par exemple, pour mesurer l'activité de chaque élève en fonction de leur mouvement. Bon, c'est toutes des choses qui pourraient se faire avec un peu de développement, puis mais est-ce que c'est faisable? Moi, j'ai une émotion, là. Une émotion positive en ce moment en entendant ça, parce que ça faisait partie aussi des, quand on dit on l'appelle notre licorne, là, le jeu 4 ou 5 ou 8.0, qui on se dit, ça va être dur de se rendre là, mais c'est là où est-ce on voudrait aller. Ce que tu décris, c'est comme le souhait ultime, en fait. Puis la difficulté derrière ça, nous, c'est tout l'enjeu éthique qui est à réfléchir, mais je pense qu'il n'y a rien d'infaisable si c'est réfléchi correctement. On a aussi la possibilité de faire des tests dans des plus petits environnements, le temps qu'on trouve comment, puis éventuellement l'intégrer. C'est tout l'enjeu présentement dans les établissements scolaires que je souhaite nommer quand même au niveau de la loi 25, où est-ce que les données, les fuites de données, la confidentialité. Donc, c'est sûr que si on est capable de reconnaître des jeunes de par la caméra, il y a un enjeu. Mais rendu là, je pense qu'on peut diverger avant de se restreindre avec les limites. Ben, moi, j'irais avec une solution qui est locale, dans le sens où je ne mettrais pas ça dans le cloud, ces informations-là. Il faut que ce soit local à la classe. Moi, c'est comme ça que je partirais au niveau de la confidentialité, puis je garderais l'application vraiment embarquée dans un dispositif où est-ce que là, ça ne sort pas de là. Là, si on veut effacer, on veut ajouter, on veut faire des choses avec ce dispositif-là, ben, au moins, on contrôle l'information, puis on sait ce qui se passe avec ça. Juste pour vous donner un exemple, là, moi, je suis à Sherbrooke en robotique avec François Michaud. Là. Puis on fait des expériences avec le robot où est-ce qu'on demande aux jeunes de se placer avec des positions, puis on détermine s'ils ont réussi, puis ils n'ont pas réussi, puis on fait des jeux de Simon Says. Là. Touche ta tête. Ben là, as-tu vraiment fait ça? Des choses comme ça. Puis ça se fait avec des caméras déjà actuellement. Bon, la difficulté, c'est de le faire avec un groupe. Un groupe, là, c'est fou. Il y en a des données à analyser, là, puis beaucoup de choses à aller segmenter, c'est-à-dire un élève. Ils sont un devant l'autre, là. C'est pas fluide, là. Il y a plusieurs obstacles. Il faut qu'elle soit en hauteur, ça en prend sûrement plus qu'une. Exactement. Il faudrait que
quasiment que la salle de classe soit instrumentée d'avance, puis avec une caméra bien positionnée ou plusieurs caméras. Puis là, ça demande, à chaque fois qu'on modifie l'environnement, c'est compliqué. C'est compliqué d'installer, c'est compliqué de la réseautique, tout est compliqué. Là, fait qu'il faut essayer d'éviter ça. Fait que là, il faut réfléchir à comment que ça pourrait se faire sans que ce soit trop compliqué de modifier l'environnement. Puis les dispositifs connectés, pour un autre exemple, ben, on travaille avec des montres Apple Watch, ben, ça serait possible de faire des applications, mais la complexité, c'est quand même là, parce que là, il faut configurer chaque montre, la donner à chaque enfant, les recharger, les nettoyer. On passe notre temps à gosser. Là. Fait que c'est ça, il faut réfléchir à ça aussi. Vous comprenez bien les enjeux, puis je pense que c'est des belles solutions qu'on pourrait investiguer puis aller de l'avant absolument là, en lien avec ça. Notre souhait de base, nous, c'était que l'application ou le jeu fonctionne sans qu'il y ait d'ajout, sans qu'il y ait d'hardware, parce qu'il y a un milieu qui ne veut pas se casser la tête ou investir, que les jeunes puissent jouer. C'était notre souhait numéro un. On est là, ça fonctionne, c'est faisable, c'est efficace. Maintenant, on est rendu à ouvrir, à trouver des solutions pour que les milieux qui veulent être plus high-tech ou avoir une expérience 2.0, mais ils puissent avoir cette option-là. Puis c'est là qu'on est dans un champ des ouvrables où est-ce qu'on peut rêver, faire des tests dans des petits milieux, voir qu'est-ce qui fonctionne, puis si on en a une, mais éventuellement aller dans une direction pour que ce soit implantable plus facilement dans plusieurs milieux. On prendrait peut-être une dernière intervention, puis peut-être laisser en gros vos adresses courriels pour poursuivre peut-être les échanges avec ceux là, qui ont des idées et qui veulent partager. Mais je laisserai peut-être la parole à Rachid là, pour terminer. Oui, allô, vous m'entendez? On t'entend, Rachid, mais on ne te voit pas, par exemple. Oui, parce que je suis très loin. OK. Ah, vous me voyez? Oui. Oui, bonjour. Je suis en Afrique, donc en Afrique du Nord. Donc je suis très loin. Merci Catherine pour m'avoir donné la parole. Merci pour le projet aussi, c'est très intéressant. Moi, j'enseigne évidemment à l'université, donc pour des adultes depuis longtemps. Puis j'ai toujours le problème parfois de motiver mes étudiants. Donc je me suis dit, ce que vous préparez pour les enfants peut peut-être s'appliquer pour les adultes. Une chose qui est très importante dans la pédagogie, c'est l'anonymat. Ça veut dire les enfants, les élèves, les étudiants ne veulent pas être montrés du doigt, donc les filmer, les montrer aux autres, c'est difficile. Donc, pourquoi ne pas instrumenter un petit peu la chaise dans laquelle elles sont assises et pour lesquelles il y a puis il y a quand même, on peut mesurer les mouvements, on peut mesurer les vibrations, on peut mesurer les contacts. On peut aussi avoir une tablette incrustée sur la chaise, sur la table de travail. Et donc, on garantit l'anonymat et on a toutes les informations possibles. Évidemment, c'est de la technologie, bien sûr. Voilà. Merci. Merci. Ça a coupé à certains instants. Je pense que j'ai compris l'essentiel du message qui était d'intégrer plutôt des capteurs, soit sur la chaise, soit sur la table, pour justement rendre anonyme puis pas avoir la limite là, de la caméra, ce qui est une bonne idée aussi. Puis j'aimerais éventuellement qu'on prenne plus de temps pour bien comprendre comment ça peut s'adresser. Puis dans la réalité aussi, où est-ce qu'on a pas nécessairement une classe qui est pareille. Il y avait les fameux randonnions, là. Tous les élèves sont derrière leur pupitre. Mais dans toutes les classes que je suis allée, je pense que j'en ai vu une comme ça. Donc, il y a des classes flexibles, il y en a qui sont sur des vélos, il y en a qui sont sur des ballons. Donc, mais encore une fois, on peut commencer dans un environnement X, puis après ça, y aller de façon exponentielle, puis voir comment ça peut s'intégrer dans d'autres milieux. Et merci, c'est super intéressant comme proposition. Merci. Merci. Donc, je vais être obligée d'arrêter ça ici. Merci à tout le monde d'avoir participé. Bien, merci premièrement aux deux présentateurs pour votre présentation et l'ouverture d'une belle discussion, je pense. C'est toujours intéressant de voir différents intervenants réfléchir ensemble à une problématique pour trouver des solutions. Donc, ben, merci. Puis là, je me répète, là, mais il y a aussi les deux adresses courriels de Laurie et Tommy qui sont à l'écran. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poursuivre là, les discussions ou peut-être regarder des collaborations possibles ou fournir de l'aide ou bref, continuer tout ce que vous avez à faire ensemble. Donc, n'hésitez pas à écrire. Sinon, ben, je vous souhaite un bel après-midi. Midi Inter est en pause pour les 2 prochains mois. Et là, je vois une petite main de Tommy, qui n'est pas une main virtuelle, mais je l'ai vue quand même. Hein?
En fait, je veux juste dire que si vous êtes intéressé là, à poursuivre la réflexion, là, Laurie puis moi, on pourrait, là, soit dans le courant de l'été ou en début de l'automne, peut-être tenir une petite session là, de pousser un peu plus loin des idées. Puis, dans le fond, réunir les 3, 4, 5, 6, 7 qui sont intéressés pour qu'on ajoute, on bonifie, on aille un peu plus loin dans les concepts. Puis après ça, on ira dans qu'est-ce qui est réalisable proche pour faire un genre de petit pilote, ça tient-tu? Après ça, on regardera, c'est le processus normal, on va chercher une subvention, on l'applique, puis on travaille. Mais déjà là, si vous êtes intéressé, là, soit à moi, soit à Laurie, là, envoyez-nous un petit message là, par courriel, puis on va revenir vers vous pour organiser cette rencontre-là, dans le fond, où on va pousser de façon, ça sera définitivement l'objet de la rencontre, là, on va pousser ça un peu plus loin, puis voir s'il n'y a pas un petit pilote qu'on peut faire là-dessus.